avez beaucoup d'amis ici? Non. Je vous mets amis. C'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu quand même. D'accord? Vous avez la tétine, là? On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus il a de force. Chantal Birman, sage-femme de base. Haute pépin, réalisatrice. De base. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de ce que doit être le rôle d'une sage-femme? C'est de prendre quelqu'un à l'endroit où il est, de manière à l'aider, et c'est ça le rôle de la sage-femme, à négocier des étapes presque innégociables en ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire que ce dans quoi sont les femmes à ce moment-là, c'est des choses qui sont quasi inhumaines. Le fait d'avoir un professionnel en face d'elle qui sache ça de l'événement qu'elle traverse et qui lui dit que c'est bon ce qu'elle fait et qu'elle va y arriver au moment où elle croit que c'est fini, qu'elle ne peut absolument pas y arriver, eh bien je crois que c'est ça une sage-femme. On doit laisser les sages-femmes pouvoir faire le trajet jusqu'à la personne, c'est du temps, énormément de temps, c'est de la culture. C'est-à-dire que oui, les sages-femmes, il faut qu'elles lisent, oui, il faut qu'elles réfléchissent, oui, il faut beaucoup plus de culture générale dans les études, et entre autres de la philo, de l'histoire. Il faut qu'elles aient ces possibilités de réflexion-là, qui sont la possibilité à la fois sur les racines, d'où on vient, et à la fois où est-ce qu'on veut aller. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle la culture. Et donc, en aucun cas, les cultures uniquement scientifiques ne suffisent, bien évidemment. Alors donc, la profession de sage-femme, c'est une culture qui ramasse justement, et c'est peut-être la seule à ce point-là, qui ramasse les cultures scientifiques, parce qu'elles sont absolument obligatoires, pour être responsable et pouvoir faire bien son métier, et les cultures humanistes, qui sont absolument indispensables pour savoir bien faire son métier. Chantal, elle était payée donc 50 € pour sa consultation, déplacement compris. Essence compris, et PV compris. Et PV compris, voiture compris. En gros, par rapport à ça, j'avais calculé que c'était 100 fois moins que le changement d'un pneu, un bébé. Donc voilà, ça en dit long sur la valeur d'une sage-femme et d'une femme, et d'un petit être, et d'un homme qui devient père, et d'un petit être qui arrive au monde. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là c'était le flux tendu tout le temps. C'était pas t'as un flux tendu pendant 4 jours et puis après t'as quelques gardes calmes où c'est où tu remplis tes armoires, tu vois s'il te manque rien. Non, ça jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter et de maltraiter des femmes. Enfin, je maltraiterais pas les femmes, mais cette impression de... Elles auraient pu vivre autre chose si tu avais été dans d'autres conditions. Ben oui, parce que je l'ai connue, cette autre condition. La gestion hospitalière a pris complètement le pas sur le soin. C'est aujourd'hui l'argent qui gouverne, enfin même pas l'argent, l'économie d'argent, parce que l'argent, il n'y en a pas. Donc l'économie d'argent qui gouverne le manque, là où avoir de la santé, avoir un avenir, c'est l'inverse du manque. C'est le moment où tu construis les choses et où tu es dans du généreux, au contraire. Donc on est dans deux positions hospitalières qui sont en train de faire un grand écart l'une avec l'autre et qui ne se comprennent plus. Et là, pour le coup, du fait de la maintenance de la position d'économie à l'hôpital, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de l'hôpital, c'est pas spécifique des sages-femmes, ça, est en train de mourir debout, parce qu'ils restent debout, mais ils ne peuvent plus faire leur travail. Ils se sentent complètement violés dans ce qu'ils sont à perpétuellement, puisqu'ils sont faits pour quelque chose, et on leur fait faire autre chose. On leur fait quoi faire? Du travail à la chaîne, et en faisant et chronométré. Donc je peux vous dire que vous aurez beaucoup moins de conflits aujourd'hui dans les hôpitaux que vous auriez pu en avoir il y a 15 ou 20 ans, là où on n'en était pas là. Pourquoi? Mais parce que le conflit prend du temps.
Donc, si vous restez très poli, lisse, etc., et que vous répondez très, très, très superficiellement, le plus possible aux questions, ça va aller, vous pouvez passer à l'étape d'après et à l'étape d'après, et vous pouvez enchaîner plusieurs personnes l'un à la suite de l'autre. Et ils sont en train d'apprendre ça, et il y a un moment donné, ils savent que c'est absolument pas satisfaisant, et qu'en fait, quand ils ont voulu être dans le soin, ils étaient juste dans l'inverse de ça, juste. Il y a un moment donné, on t'apprend à te trahir toi-même. C'est-à-dire que tu sais ce que tu peux faire et on te met dans des conditions Ça où s'appelle tu vas... l'injonction paradoxale. Ouais, C'est très pervers, en fait. exactement. C'est ça. 7 étudiants sur 10 sont en dépression actuellement, et quand ils rentrent dans le monde du travail, parce que oui, c'est vrai que les études de sage-femme, il y a beaucoup de stages, donc du coup ils le voient, le monde du travail, et c'est tellement loin du pourquoi ils ont choisi ces études-là, et en même temps ils travaillent comme des bêtes quand même pour arriver à passer leur examen, et donc là il y a un truc qui ne peut pas coller. Et d'un seul coup, tu te dis, mais si j'avais été avec cette femme, putain, ce qui lui serait arrivé là, c'est pour le restant de sa vie qu'elle l'aurait fort dans le corps. Et là, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas abandonné. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais avec... j'ai vraiment fait, mais je me suis démerdée pour qu'elle prenne une péridurale, parce que, évidemment, je ne pouvais pas l'accompagner, ce n'était pas possible. Donc, bon, évidemment, elle pense qu'elle a pris sa péridurale, que c'est elle qui a décidé. Mon Dieu, que ce n'est pas vrai. Mais ça ne fait rien, tu vois, et elle ne saura jamais, mais moi, je sais ce qu'elle aurait pu vivre. Et ça, c'est un truc qui est terrible. La péridurale, au fur et à mesure du temps, donc, n'a plus été utilisée pour des problèmes de douleur ou même d'obstétrique, parce ça peut assouplir un col d'avoir une péridurale, et ça peut être utile aussi pour une dilatation qui stagne ou quelque chose comme ça. Donc quand on retire tout ça, on ne devrait pas dépasser les 40%. Or, en France, on est à 90% de péridurale. On est le pays au monde qui faisant le plus de péridurale, mais où le nombre de femmes par sage-femme est le plus important. Les sages-femmes ne veulent juste pas abandonner les femmes, parce qu'elles savent très bien qu'arrivé au moment X, très important, là, il y a besoin de cette parole-là, dont on a parlé tout à l'heure à la définition du métier. Et si elles n'ont pas cette parole-là, eh bien, ça bascule dans de la torture, bien sûr. Et surtout dans du non-sens. Il y a un moment donné où la douleur, ça te met dans une telle solitude, on ne souffre pas à deux, on souffre que seul. Et quel que soit l'amour du compagnon pour sa femme, sa tendresse, etc., et quelle que soit la compétence de la sage-femme, la contraction d'après est 100% pour la gueule à la femme. Voilà. Personne ne peut lui en prendre. Donc, il va falloir qu'elle se la fade. Je te trouve un peu seule, là, aujourd'hui. Aujourd'hui T'as un petit blues, là, hein? Je sais pas, peut-être. Je me dis, là, il était là tous les jours, ton homme, et il est parti, là, aujourd'hui? Oui, juste l'après-midi, oui. Il est parti juste l'après-midi? Oui. Et c'est la première fois que tu pleures comme ça, un petit peu, ou non? Non, juste j'ai eu des moments d'émotion et puis aussi de fatigue physique, ou c'était vraiment une douleur physique parce que j'arrivais pas à dormir. Il y a effectivement ce moment de flottement là, et c'est l'objet du film qu'a fait Aude. C'est ce moment où on essaye de rapprocher la femme du bébé un petit peu, de la rapprocher de sa nouvelle forme corporelle, en fait de s'accepter telle qu'elle est, pour avancer dans la relation à son bébé. C'est plus difficile à préparer un compagnon, parce que ça ne lui arrive pas. Ce qui lui arrive, c'est qu'il va avoir un enfant. Voilà. Et que sa femme est enceinte. Et que éventuellement il sent le bébé bouger, etc. Mais c'est extérieur à son corps, et ça devient intérieur au moment où le bébé arrive. Où là, d'un seul coup, il a ce bébé dans les bras, et où il est dans un processus d'adoption, et dans la relation à l'enfant, il est plus facile pour un homme, à ce moment-là, justement, d'adopter, parce qu'il n'a pas de deuil corporel à faire. Alors que du côté de sa femme,
elle ne se retrouve pas elle-même. Et elle ne sait pas d'où peut partir cette relation, puisqu'elle ne sait pas où elle est. Avant de m'allonger, je vais vite fait faire ceci, faire cela, vite fait faire ma toilette, et vite fait lancer une lessive, et vite fait appeler ma mère, et faire ceci, cela, et à coup de vite fait, je calcule qu'il me reste 40 minutes avant qu'il se réveille. Donc je vais... Ah, il faut que je dorme. Il faut que je dorme. C'est impossible. C'est impossible de dormir. Non, mais après l'avoir écouté, vu pendant des heures en salle de montage, j'ai toujours un immense respect, une immense gratitude d'avoir rencontré cette femme, parce que pour moi, c'était une intelligence, c'est un diamant d'intelligence, et je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, ce qu'elle dit c'est à la fois philosophique parfois, mais aussi tout simplement c'est du bon sens aussi. Et je crois que vraiment ma génération attendait, et je vois les nouvelles, hein, les jeunes filles qui sont nées justement post-MeToo, là, enfin qui sont nées, enfin qui ont eu 10 ans là, vers MeToo, je vois vraiment qu'il y a un soulagement à se dire qu'il y a une figure, il y en a d'autres bien sûr que Chantal Birman, et heureusement, mais qu'il y a au moins une figure qui leur parle, qui les regarde et qui leur donne de l'énergie et cette intelligence-là. Et puis moi, bien sûr, ça a résonné en moi parce que bien sûr, tout ce qu'elle dit me touche particulièrement, et je trouve que c'est absolument vrai, parce que voilà, moi je me suis retrouvée je suis maman, j'ai 2 enfants, une qui a bientôt 15 ans et une qui va avoir 6 ans. J'ai eu ma première fille assez jeune, j'avais 26 ans, bon, à Paris c'est plutôt jeune, en province, voilà, c'est parfois plus courant, mais en tout cas dans le milieu professionnel dans lequel j'étais vraiment la première à avoir une enfant. À l'époque, le père de ma fille était musicien, il était en tournée en permanence, et voilà, et donc ma fille a failli mourir à la naissance. Et de la manière dont on m'a traité et dont on a traité mon compagnon de l'époque, voilà, je ne m'y attendais absolument pas. En fait, je ne m'attendais pas à cette violence de l'institution et du manque de moyens, et à quel point ça allait être répercuté et comment dire, fragiliser ce que j'étais. J'ai eu une grossesse un peu compliquée où j'ai été très suivie, donc ça là-dessus, voilà, mais très suivie, en même temps très dégagée vite fait, c'est-à-dire qu'à la fois, bon, on a plein d'examens médicaux, il y a des gens qui nous font comme ça très peur, avec les mots, qui ne prennent pas les mots, pour vous expliquer ce qui se passe. J'ai failli perdre même déjà ma fille à 3 mois de grossesse, et voilà, j'étais tombée sur une sage-femme qui m'a dit des choses vraies, mais avec une espèce de grande violence et d'âpreté, parce que je sentais déjà qu'il n'y avait pas le temps de ça, en fait. Et puis voilà, une fois que voilà, j'ai accouché, et là, elle s'est arrêtée de respirer en sortant. Et c'est vrai que les petites sages-femmes qui étaient là, c'était des étudiantes d'ailleurs, sont revenues en pleurs, me voir, me dire, mais en me disant, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tout bien fait, je comprends pas. Et alors quand même, tu as ta sage-femme qui est toute jeune et qui en pleurs, tu te dis, bon, alors déjà, en termes de formation, justement, tu sens qu'elle a été quelque part, qu'elle est dépassée, submergée par ce qui se passe quand même, donc c'est quand même, ça fait peur. Elles avaient mon âge, je crois, grosso modo, les filles. Puis là, l'interne de nuit vient me voir, la gynécologue, et voilà, m'enlève le bracelet de ma fille, me dit, bon, écoutez, on va tout faire pour la sauver, mais maintenant, madame, il faut remonter dans votre chambre. Parce qu'il n'y a personne là pour vous accompagner avec nous, et monsieur, vous rentrez chez vous, parce qu'il n'y a pas de lit, quoi. Et donc je me suis retrouvée avec ce petit bracelet de petite fille, de nouveau-né, que j'ai mis autour de mon pouce, et j'ai attendu. Je me disais, mais là peut-être qu'elle est en train de mourir, je ne peux pas le savoir. Et j'ai fini par être amenée à ses côtés, mais bon, voilà, c'était je voyais bien que des femmes travaillaient d'arrache-pied pour nous aider. Ça a été 2 jours entre la vie et la mort. Et on est resté quelques jours à l'hôpital, et enfin, voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée complètement seule. À l'époque, il n'y avait pas de Prado, d'ailleurs, qui est en train de disparaître. Ce que je montre dans le film, quand même, ça disparaît. Donc, qui était déjà pas suffisant, disparaît. Pour l'instant, on ne prévient les femmes de la possibilité d'un suivi par une sage-femme en postnatal qu'à celles qui font des sorties précoces à 2 jours. Voilà les nouvelles directives de l'assurance maladie, quand même. Hein. Donc moi, à l'époque, ça n'existait pas, ou en tout cas, j'étais pas au courant. Mais je crois que ça n'existait pas, le Prado. Et donc, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Toute seule, avec ce bébé qui n'arrêtait pas de pleurer, pas préparée du tout, à pas savoir décrypter les pleurs de mon enfant, à ne pas dormir. Ma mère était pas du tout là-dedans, elle pouvait pas m'aider, psychologiquement pour elle c'était pas possible en ce moment-là, et donc je me suis retrouvée vraiment seule face à moi, face à cette nouvelle personne que je ne reconnaissais pas, face à ce corps qui coulait de partout et qui savait plus comment se ramasser. Et je me suis dit, mais quelle est cette société qui accueille son début de vie et les gens qui la constituent de cette manière-là? C'est pas possible, il faut que les choses changent, il faut qu'on le dise. Comment ça se fait que personne ne le dit? Je me suis pas mis à militer tout de suite, même pas du tout, d'ailleurs j'ai jamais fait partie d'association, mais quelque part en moi c'était cassé pour l'éternité, et en même temps
une flamme brûlante s'était réveillée, quoi. Et j'avais quelque chose comme ça en moi qui était là. Et quand j'ai rencontré Chantal, je me suis dit que ce que j'avais à raconter de ça, bah, j'avais trouvé la personne pour le dire. Je ne sais pas si vous allez entendre bien tout ce que je vais vous dire là maintenant. Mais si vous en entendez un peu, c'est déjà beaucoup. D'accord ? Je vais faire tout ce que je peux là pour essayer de vous faire avancer sur ce plan-là. Ce qu'on apprend dans le film, c'est que c'est la première cause de mortalité. Avec les accidents cardiovasculaires. Avec les accidents cardiovasculaires. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Toutes les femmes font un baby blues plus ou moins important. Ça, c'est vrai que c'est variable d'une femme à l'autre. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a des femmes qui basculent dans de la dépression. Alors ça, on a les chiffres, c'est entre 12 et 15% de dépression. Dans le film, toutes elles sont toutes pile dans le moment du baby blues, aucune n'aura fait de dépression dans le film. Maintenant, une fois qu'on est en dépression, ben on est malade, d'accord ? Et là, les propositions d'Adrien Taquet seraient que les femmes aillent en période de dépression voir des médecins ou des sages-femmes pour dire qu'elles vont pas bien. Or, au fond de la dépression, tu sors pas de ta couette. Donc c'est l'inverse, il faut installer des gens qui viennent chez toi et qui comprennent que tu es en train de glisser et que là, il faut te rattraper. On est dans un cadre de prévention de santé publique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles ne se tuent pas, les petites. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on puisse aller à domicile avec les temps qui soient correspondants et avec l'écoute qui soit nécessaire pour les diagnostiquer. Tout ce que veut voir, soi-disant, la société, mais ce n'est pas vrai finalement, puisqu'il y a des gens qui viennent voir le film. Mais jusqu'à présent, l'accouchement, le bébé, la naissance, le papa, la maman, c'était rose et bleu, et tout ce qu'on voulait, c'était « Poussez, madame, poussez, 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 oh, qu'il est beau votre bébé !» Voilà, c'était que ça, et rien que ça. Et derrière, la mère, la jeune mère est complètement associée à ça. Ce qu'on lui donne, c'est des crèmes pour devenir femme. Ça veut dire, ton histoire de mère, on s'en fout. Je vois qu'il me dit, écoute, c'est ce jour-là et c'est pas un autre jour. Je dis d'accord, je suis de garde. Donc je vais demander à une collègue de me remplacer. Donc aucune collègue des Lilas a voulu me remplacer. Je leur aurais dit, voilà, je vais me faire avorter, c'est ma garde, est-ce que je peux... Alors elles m'ont dit, non, on va pas te prendre ta garde parce que tu avortes. Autre moment très fort dans le film, c'est quand tu dis « je suis prête à mourir pour l'avortement ». Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Au moment où j'ai dit cette phrase-là, que je ressens toujours comme vraie, j'ai vu toute l'histoire des femmes, j'ai vu tout ce que vivent les femmes dans des pays où il n'y a pas de liberté, j'ai vu ce que sont les régimes non démocratiques et la situation des femmes à l'intérieur de tout ça, et je sais que le pouvoir des femmes de dire oui ou non à une grossesse est un pouvoir qui est fondamental. Et donc, empêcher les femmes, une fois qu'elles sont, entre guillemets, alors je le fais exprès, là, c'est de la provoque, inséminées, de dire oui ou non à une grossesse, eh bien, justement, c'est dire qu'elles sont des animaux. Alors que le propre de l'humanité, c'est la relation et le langage. Et donc, c'est ce qu'il y a entre la tête de la femme et son ventre. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. Est-ce que tu es surprise du succès du film ? Je dirais que je suis submergée, pour le dire très clairement, parce que, en fait, je me rends compte, et c'est ça qui à la fois me rend terriblement triste, que beaucoup de femmes ressentent ce que j'ai vécu en fait, et que c'est partagé en fait, ce vol de la puissance féminine est vraiment partagé, et pas seulement par les mères justement, c'est ça qui est le plus fort, aussi par les femmes qui ne le sont pas, et donc il parle à tout le monde. De me rendre compte que moi j'avais besoin de cette parole, mais qu'en fait
toutes les femmes en avaient besoin et que ça leur fait du bien et que ça les met en travail. Parce que, comme je reçois des messages, parfois les premières avant-premières c'était à Pantin, d'amis d'ailleurs qui n'ont pas d'enfants et qui me disent j'y pense encore, il est resté ancré en moi ce film, ça a réveillé quelque chose en moi. Il y a beaucoup de témoignages, de gratitude pour Chantal, pour aussi mon travail. C'est une expérience extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Les femmes s'emparent du film. Les femmes, et d'ailleurs les hommes, ce matin on me disait qu'il y avait de la parité dans la salle du Panthéon là, à Paris, qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes. Et ça, ça c'est vraiment le but absolu, c'est que les hommes aussi puissent voir ce film, parce que c'est eux qui sont en position de pouvoir et de puissance aujourd'hui, et c'est eux qui vont pouvoir faire changer les choses pour nous aussi, avec nous. Pas pour nous seulement, mais avec nous. C'est pour ça que j'ai hâte de rencontrer Adrien Taquet, pour qu'on puisse lui en parler. C'était aussi l'objet avec ce film, quelque part, qu'on puisse... Enfin voilà, moi, c'est peut-être complètement démago, mais j'en ai rien à faire. Hein. Quand on fait du cinéma, il faut bien rêver, hein, sinon on ne fait pas de cinéma. J'espère qu'avec ce matériau-là, on va pouvoir travailler à faire changer les choses. Quand on sait qu'il n'y avait qu'une sage-femme qui faisait partie du comité des 1000 jours, hein, d'Adrien Taquet, et que c'était une sage-femme qui était plus vraiment sur le terrain, c'est quand même hallucinant. On parle du 0 aux 2 ans du bébé et on prend tout sauf une sage-femme. Que des psys qui sont jamais là à ce moment-là. Là, on a besoin qu'il y ait un vrai changement, qu'il y ait une vraie réflexion autour de la maternité et de l'après-maternité, et c'est peut-être le moment. 1, 2, 3 and all is alright, and I hope that it's like